Bonjour Monsieur Cap. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur, responsable de la cellule art graphique et numérique de l'UVS. Aujourd'hui, nous vous recevons pour parler de votre film intitulé Mami Wata. Pouvez-vous revenir un peu sur la genèse de ce projet? Merci. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Et juste, petite parenthèse, je suis responsable de la formation à AGN, mais aussi c'est la cellule pédagogique numérique qui est à l'UVS. Et oui, effectivement, le projet Mami Wata, c'est un projet assez intéressant parce que c'est un projet que j'ai fait qui est différent de tout ce que j'ai fait depuis jusqu'à présent et de la manière dont classique ça se fait. C'est que c'est quelque chose que j'ai écrit, qui m'a inspiré, que j'ai écrit de manière assez rapide d'ailleurs, et qui après, bon, m'a pris quand même un peu de temps à mettre en place. Et c'est vraiment un projet de cœur. Et j'avais envie de faire une histoire avec des personnages féminins forts. Et voilà comment Mami Wata a atterri sur nous. Parlons un peu d'Alia, le personnage principal de ce film. Que reflète-t-elle si on fait une sorte de comparaison au niveau de notre société? Alors, Delia, c'est un personnage assez intéressant, que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est le personnage principal, mais qui a été incarné par une actrice magnifique, qui est Amael Ndiaye, qui est une Sénégalaise qui vit en France et qui, à mon avis, a fait un travail magnifique à incarner ce personnage. Alors, d'abord, Mami Wata, il faut voir que sur le plan de notre culture à nous, elle n'appartient pas spécifiquement au Sénégal, mais c'est une divinité traditionnelle africaine qui est acceptée et reconnue dans pratiquement toute la côte ouest de l'Afrique. Vous allez du Bénin au Togo, au Nigeria, Ghana, jusqu'ici d'ailleurs, cette divinité-là. Et la force de cette divinité, c'est que d'abord, c'est une divinité de l'eau, et c'est une divinité féminine, si on veut, et qui a un très fort caractère. Donc, pour moi, ce sont ces différents points qui se retrouvent dans le personnage de Delia. Parce que c'est un personnage féminin, c'est un personnage fort, et c'est un personnage qui a une forte connexion avec l'eau. Voilà. Dans la distribution, nous retrouvons M. Aboubekr Thiam, par ailleurs votre collègue à l'UVS, qui incarne le rôle de l'imam. Qu'est-ce qui justifie cette collaboration dans ce film? Ben, sa présence, c'est que peut-être que l'université n'est pas au courant, mais Aboubekr, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et des talents divers. Voilà. Il a déjà été, ce n'est pas la première fois qu'il est au devant de la caméra, il a déjà fait des apparitions dans des pièces de théâtre, dans des téléfilms si on veut, et même dans des publicités. Et donc, c'était pour moi heureux de l'avoir comme collègue et ami et de pouvoir solliciter son soutien et son talent pour ce film. Et je trouve qu'il a fait un très bon rôle. C'était la première fois qu'il jouait en tout cas sous ma direction, et j'ai été agréablement surpris par l'ampleur de son talent, quoi. Ouais. Combien de temps a duré le tournage de ce film et sur quel lieu cela s'est fait? Alors, c'est là où la difficulté était, parce que les tournages, plus ils durent, plus ils coûtent cher. Et comme on était vraiment sur un budget très restreint, quand je le dis aux gens, ils me disent non, c'est pas possible, on ne peut pas faire un long métrage en cette durée. On a tourné en 10 jours, ce qui est impensable. Et on a tourné en 10 jours. La raison pour laquelle on a pu le faire, c'est parce qu'on a pu réduire les espaces où on a tourné. Le film en entier se passe dans 2 endroits. À Médina, ce sont les intérieurs. À Toubab Diallo, ce sont les extérieurs. Et voilà comment on a pu gérer le calendrier pour tourner en 10 jours. Mais je le conseille à personne, c'est très hectique de tourner un long métrage en 10 jours déjà. En tant qu'enseignant-chercheur, donc professeur, quelqu'un qui donne du savoir, peut-on s'attendre un jour à ce que vous réalisiez un film avec vos étudiants, notamment ceux de l'UVS? Absolument. En fait, ma philosophie, c'est ça pour moi. En tant qu'enseignant, il n'y a rien de mieux pour moi que de tourner avec mes anciens étudiants. Ce film-là, Mami Wata, la majeure partie des gens qui y sont, ce sont de mes anciens étudiants. Sur la production, c'était de mes anciens étudiants. Que ce soit même sur le montage, c'est des anciens étudiants. Mon assistant principal, Gaboussar,
qui est aussi tuteur ici à l'US, c'est un de mes anciens étudiants. Parce que d'abord, j'ai enseigné à l'UGB avant d'enseigner ici, j'ai aussi enseigné à Supimax avant d'enseigner ici, donc ce sont de mes anciens étudiants qui sortaient de là. Donc, je pense que 75 à 80% des gens qui ont travaillé dans mon film sont de mes anciens étudiants. Donc, oui, on est ici à l'UVS et on aura la première promotion de licence qui va sortir dans nos filières. Et absolument, oui, on peut s'attendre à avoir de mes étudiants qui travaillent dans mes projets. On va rester un peu dans le domaine pédagogique pour savoir comment se passe la réalisation d'un film, côté dispositif technique, mise en scène, équipe. Alors, je dois avouer que ce n'est pas facile, surtout dans nos pays, c'est plus difficile. Mais la chose que je dis tout le temps à mes étudiants, c'est que quand vous êtes dans une classe, vous êtes dans un groupe, et quand vous êtes dans une formation telle que la réalisation, il faut très bien travailler avec ce groupe. Pourquoi? Parce qu'un film ne se fait pas seul. Il se conçoit seul, mais il ne se fait pas seul. Il se fait avec une équipe. Et ce que je leur dis souvent, c'est que les gens qui sont autour de vous, dans votre classe ou dans votre groupe, ce sont les gens qui vont vous aider à faire votre premier film. Votre caméraman est parmi ces gens, votre monteur est parmi ces gens, tous les autres métiers du cinéma que vous trouvez sont parmi ces gens. Donc, commencez à voir vos camarades de classe comme étant de futurs collaborateurs et identifier qui va faire quoi pour vous. C'est extrêmement important. Parce que la réalité, c'est que personne ne vous donnera de l'argent pour faire votre premier film. Ça n'arrivera pas. Donc, vous avez besoin d'avoir des gens autour de vous qui seront en mesure de vous aider parce qu'ils croient en votre projet, parce qu'ils vous connaissent, parce qu'ils font partie de l'équipe, parce que vous les aidez aussi d'une autre manière. Donc, vos collègues étudiants, il est extrêmement important pour vous de tisser ce genre de relation avec eux. Ils vont le faire pour vous. Après, l'autre chose que je dis, c'est qu'un film, on a beau être un excellent réalisateur, on a beau être ce qu'on veut, mais si on n'a pas une bonne histoire, il n'y aura pas un bon film. Et il est important que les étudiants, dès leur première année, commencent à penser, OK, quel va être mon film? De quoi je vais parler? Et vraiment le construire, écrire le scénario, le faire lire, le réécrire, le refaire passer sous plusieurs. Parce que s'il n'y a pas un bon scénario, il n'y a pas un bon film. Il n'y a pas de midi à 14h, tu peux mettre le meilleur réalisateur de la Terre, la meilleure équipe sur Terre. Si l'histoire n'est pas bonne, il n'y aura pas un bon film. Donc, vraiment prendre l'accent sur ça, prendre le temps de vraiment comprendre son histoire. Après, c'est une fois qu'on a une histoire et qu'on a une équipe, après, c'est la volonté de vraiment travailler, parce que c'est dur, avant même de commencer à tourner, et ça, c'est capital, c'est la préparation. La préparation, elle est capitale. Combien de temps est-ce que vous-même, vous passez de temps sur le terrain, là où vous allez filmer, pour comprendre l'espace? Écoutez, quels sont les bruits qui passent là-bas? Quelles sont les nuisances que vous allez avoir en termes de sonore? À quel moment le soleil se lève? À quel moment le soleil se couche? À midi, où est le soleil? Où est-ce que je dois poser ma caméra pour avoir tout ça? Ça, c'est un travail énorme à faire. Et sans ce travail-là, ben, votre film aura des difficultés. Donc, avoir vraiment la volonté de faire ce travail-là, de travailler avec des acteurs et de répéter. Peut-être que vous n'aurez pas des acteurs professionnels, mais donc ça veut dire qu'il faut beaucoup répéter. Et quand tout ça est en place, maintenant, pouvoir se mettre en position d'entrer en production. Ça réduira les jours de production et ça vous permettra de faire un bon tournage. On a vu Mami Wata en avant-première il y a quelques semaines de cela. Est-ce que vos étudiants de l'UVS auront l'occasion de regarder ce film? Ouais. Eh ben, j'espère. Écoutez, il y a plusieurs personnes à l'UVS qui m'ont saisi de ça. Moi, aussi, montrer ce film à mes étudiants, ce serait magnifique. En tout cas, à tous les étudiants de l'UVS qui vont en disposer. Maintenant, ça ne dépend pas de moi d'organiser ça. Je le mets entièrement à votre disposition. Et dès que vous êtes prêts, oui, absolument, ce serait avec plaisir. Nous allons un peu revenir sur le réalisateur que vous êtes pour savoir quel parcours académique vous a conduit à être aujourd'hui dans le domaine du cinéma. Ben, il faut voir que moi, j'avoue, grandissant, faire du cinéma ne faisait pas partie des choses que je pensais. Hein. Et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens au Sénégal qui ont grandi ici et qui ont ça dans la tête. Au départ, c'est pas une profession pour laquelle les parents, en tout cas de notre temps, étaient « ouh, yeah, vas-y », c'est pas du tout ça. Donc, non, je n'ai pas grandi en pensant à ça.
le cinéma m'est venu... J'ai fait mes études secondaires aux États-Unis. Et le cinéma m'est venu par l'écriture. Donc, c'est parce que j'aimais bien écrire. J'ai toujours aimé lire, d'ailleurs, et donc j'aimais bien écrire. Et j'ai pensé à un moment que je ferais une carrière en tant qu'écrivain. Mais bon, la réalité étant ce qu'elle est. Mais pendant que j'étais à l'université, au college, j'avais écrit un manuscrit qui était personnel. C'était quelque chose que j'avais écrit et pour lequel je n'avais jamais rien fait. Et j'ai quitté Houston à ce moment et je suis parti à New York et j'ai rencontré une personne et on a lié d'amitié et cette personne a su que j'avais écrit quelque chose et a voulu le lire. Et quand je l'ai donné à cette personne, elle l'a lu et je pense qu'elle a aimé ça et elle l'a passé à un éditeur. Et j'ai été publié, published. Le livre s'appelle Collision, il est d'ailleurs toujours en vente en ligne sur Amazon.com ou Barnes & Noble, whatever. Donc, mais j'ai tout de suite compris que vendre un livre est extrêmement difficile, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Mais vu que quand j'écrivais, j'écrivais plus de manière visuelle. La transformation de là pour passer au cinéma s'est faite très rapidement, j'avoue. Hein. Ce n'était pas ma première option, mais elle s'est faite très rapidement à partir du moment où moi j'aimais bien écrire et j'avais très vite compris qu'au cinéma c'était des histoires et des histoires, je dors avec des histoires, je me réveille avec des histoires tout le temps. Je suis passé au cinéma, en tout cas. Au début, je n'étais pas vraiment dans la fiction, j'étais plus dans le documentaire. Mes premiers travaux étaient dans le documentaire, même au Sénégal d'ailleurs. J'ai fait Anossi, Les Dessous d'un sommet, ça c'était il y a quelques années de ça, c'était produit par le Forum Civil d'ailleurs. J'ai aussi fait le documentaire Casa di Mansa sur le conflit en Casamance, je pense que c'était en 2014 ou quelque chose, que c'est sorti ici à Sorano. Et il y avait un autre projet qui était un mini-documentaire qui s'appelait Sambakan, Life in Prison. C'était sur un Sénégalais qui est enfermé à perpétuité à Denver, dans le Colorado. J'ai eu l'autorisation d'aller dans la prison et de passer 3 heures de temps avec lui, avec ma caméra. Et il a raconté son histoire. Il est enfermé à perpétuité parce qu'il a tué l'amant de sa femme. Les histoires sont... Et bon, après, ça a été diffusé à, je pense, TFM, DTV, tout un tas de trucs. Donc voilà, c'était plus dans le documentaire. Et là, j'ai voulu faire ce travail de fiction. Et je pense que je vais continuer. De toute façon, j'ai un autre projet de fiction qui, lui, a été financé par le FOPICA que je n'ai pas encore tourné. On parle avec mon producteur et on le tournera peut-être cette année. Mais voilà, oui, j'étais plus dans le documentaire, je suis rentré dans la fiction, mais ce qui m'a amené au cinéma, c'est vraiment l'amour de l'écriture. Vous en êtes à combien de réalisations? 4, ouais. 4 quand je parle de long métrage, quoi. Revenons un peu à Mami Wata. Après l'avant-première, comment va se passer la promotion du film? Alors, je pense que ça va suivre le format classique pour l'instant. En fait, en réalité, moi, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir, si je peux en tout cas, permettre à développer une industrie cinématographique au Sénégal ou en Afrique, si on veut, mais plus particulièrement moi au Sénégal. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'estime qu'on n'a pas encore une industrie cinématographique. Ce qui se passe à la télé, c'est excellent. Il y a des séries maintenant et on sent qu'il y a des gens qui vivent de ça, qui vivent de ce métier-là et c'est très bien. Et c'est très bien. Maintenant, il faut qu'on puisse le faire aussi pour le cinéma et que ça continue aussi pour la télé, mais qu'on puisse le faire pour le cinéma, en créer une réelle. Et sincèrement, pour avoir une industrie cinématographique dans un pays, ben, il n'y a pas de secret, quoi. Il faut que les gens fassent des films et que les citoyens regardent les films. Il n'y a pas de secret. Bon, malheureusement, on a été très démunis en termes de distribution, en termes de salles de cinéma, mais de plus en plus, il y en a. Elles sont là, elles sont ouvertes. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas suffisant, il n'y en a pas trop dans les régions, mais il y a déjà quelque chose. Donc l'idée pour moi, c'est de pouvoir faire un film qui intéresserait les Sénégalais, de le mettre en salle comme tout autre film et de laisser les Sénégalais aller payer s'ils veulent pour regarder et en espérant que suffisamment de gens vont aller payer pour regarder les films
Parce que s'ils le font, ça veut dire que le film sera rentable. Et si le film est rentable, ben, on n'aura plus besoin de faire la queue derrière des guichets francophones ou quoi que ce soit. On pourra aller dans le marché privé avec des investisseurs privés, comme ça se fait un peu partout, que ce soit au Nigeria, aux États-Unis et tout, et qui financent un film parce que le film est un produit qui se vend. Pour moi, c'est ça l'objectif. Maintenant, il y a les festivals et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, notre cinéma est pendant longtemps devenu un cinéma de festival, c'est-à-dire qu'on fait des films spécifiquement pour le festival. Il n'y a rien de mal, c'est bien, à condition que de retour de ce festival-là, ben, qu'on ait gagné ou pas gagné ou je ne sais pas, mais en tout cas que les gens aient l'opportunité de pouvoir aller en salle et regarder le film. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas la peine. Ça fait combien de FESPACO que les Sénégalais gagnent? Pourtant, est-ce qu'on a vu les films? Non. Donc, il faut vraiment qu'on puisse créer une industrie. Notre responsabilité, nous, en tant que réalisateurs, ce sera de faire des films que les gens vont aimer. Après, il y a un autre maillon qui est la distribution où quelqu'un d'autre doit s'impliquer pour qu'on puisse le faire. Mais nous, en tout cas, à notre niveau, il faut qu'on puisse proposer en tout cas des produits que les gens vont aimer. Nous arrivons au terme de cet entretien. Quel sera votre dernier mot? Juste que, d'abord, merci. Je suis très content d'avoir cette opportunité de discuter avec vous. J'imagine que l'audience sera principalement les étudiants de l'UVS et donc je vais m'adresser aux étudiants de l'UVS d'abord en les encourageant. Je sais que ce n'est pas évident d'enseigner, d'apprendre à distance. Mais en même temps, chaque fois qu'il y a des inconvénients, comme on dit, généralement, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Chaque fois qu'il y a des inconvénients, il y a aussi des avantages. L'avantage, c'est que au-delà des cours qu'ils vont avoir, vous allez développer une forte personnalité parce que ça nécessite une forte personnalité pour réussir dans l'enseignement à distance. Et donc, en développant cette forte personnalité, ça développe aussi une abnégation. Ça signifie que quand vous allez avoir un projet, quand vous voulez faire quelque chose, l'effort et la détermination que vous allez mettre pour réaliser ce projet sera beaucoup plus grand que ceux qui sont sortis des universités classiques parce qu'ils n'ont pas eu cette expérience-là que vous avez de devoir briser la barrière et les inconvénients de l'enseignement à distance. Donc, on peut voir ça comme un drawback, un inconvénient, mais si on y réfléchit bien et qu'on est vraiment dedans, on transforme cet inconvénient dans un très grand avantage. Voilà, c'est le dernier mot. Merci encore. Merci beaucoup.